Donc, le président Tiani est revenu, en fait, sur l'attaque du 29 janvier 2026 pour documenter l'accusation, pour apporter des preuves à l'accusation. Et je tiens à vous dire que de nombreux journaux de la presse française reconnaissent aujourd'hui que les preuves que le président Abdourahmane Tiani sont suffisamment précises pour être troublantes. Voilà ce qu'on lit dans plusieurs journaux à Paris. Après l'interview du président Abdourahmane Tiani pendant 5h44 avec le journaliste Abdoulaye Tiemoro, que je salue. On reconnaît que cette fois-ci, le général d'armée Abdourahmane Tiani a fait fort. En quoi a-t-il fait fort? Parce qu'il a redoublé de précision, de rigueur et de vigueur. Avant d'aller plus loin, pour voir comment le président Abdourahmane Tiani a administré la preuve de la responsabilité de la France de Macron, de la Côte d'Ivoire de Ouattara et du Bénin de Talon dans la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest en général, du Niger en particulier, il faudrait qu'on parle un peu des règles de la démonstration scientifique. Vous savez, dans l'histoire de la philosophie des sciences, on a opposé pendant très longtemps deux écoles. Quand il faut répondre à la question de savoir comment peut-on s'assurer qu'un énoncé particulier est un énoncé scientifique? Qu'est-ce qui prouve qu'une théorie est véritablement scientifique? Selon l'école vérificationniste, une théorie est scientifique lorsque les faits énoncés par la théorie peuvent être vérifiés par l'expérience. Vous notez que ça, c'est la théorie vérificationniste. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, l'un des plus grands défenseurs de la théorie vérificationniste s'appelle David Hume. David Hume, auteur de Essai sur l'entendement humain, explique que toute connaissance repose sur l'expérience. Et que c'est l'expérience qui est la pierre de touche de toutes les idées vraies. Une idée n'est vraie que si on peut montrer une expérience qui lui correspond. Sans quoi, il s'agit de mots ou de concepts vagues. David Hume défend une philosophie qu'on appelle l'empirisme. Empirisme vient du grec empiria, qui veut dire expérience. David Hume est le défenseur de la théorie de la connaissance par l'expérience, la théorie empirique. Seulement, cette thèse qui dit qu'une théorie scientifique est scientifique parce qu'elle est vérifiée, elle se heurte à une critique facile, à des limites aisées à comprendre. La critique la plus facile qui remet en cause le vérificationnisme et qui prouve que ce n'est pas parce qu'on a vérifié un fait que la théorie qui a annoncé ce fait est scientifique. Le fait est le suivant, c'est que aucune théorie scientifique ne peut être vérifiée dans l'absolu. Vous ne pouvez pas vérifier une théorie scientifique pour la totalité des cas possibles, parce qu'il y a une infinité de cas possibles. Et la vie très brève du savant, du scientifique, la vie très brève même de la société humaine, et même la vie brève de l'État dans lesquels vivent les savants, sont tels qu'il est impossible de vérifier tous les cas possibles d'une théorie, parce que, en fait, d'abord, il y a une infinité de cas, les nombres ne s'arrêtent jamais, et que personne n'a la possibilité de vérifier à l'infini. Donc, au XXe siècle, il y a un autre philosophe, lui, il est autrichien et britannique, il s'appelle Karl Popper. Karl Popper va remettre en cause la théorie vérificationniste de Hume, montrant que Hume, par exemple, en fait, confondait la science avec la religion. Parce que les prévisions de l'horoscope sont aussi parfois vraies. Les prévisions de nos devins, de nos charlatans des quartiers, parfois sont vraies. Mais est-ce que cela prouve que l'horoscope est scientifique et que les charlatans sont des scientifiques? Oh que non. Il s'agit là de coïncidences qui sont liées au fait que le charlatan et l'horoscope font des prévisions suffisamment générales pour ne jamais être prises en défaut. Donc en fait, Karl Popper va remettre en cause l'idée que la connaissance scientifique se caractérise par le fait que ces théories sont vérifiées. Puisqu'on ne peut pas vérifier dans l'absolu une théorie. Mettons, on vérifie une théorie pour 200 millions de cas, même pour 200 milliards de cas, il restera 1000 milliards de cas non vérifiés. Bon, si on vérifie une théorie pour 1000 milliards de cas, mais il restera 100 000 milliards de cas non vérifiés. Il y aura des milliers de milliards de cas non vérifiés. Donc, il n'y a aucune théorie scientifique qui puisse être vérifiée dans l'absolu, c'est-à-dire dans la totalité des cas possibles. Dans la totalité des cas possibles. Alors, Popper dit, je suis à la recherche d'un autre critère. Un critère qui me permette de dire qu'une théorie est scientifique sans tomber dans le piège du vérificationnisme.
c'est-à-dire de l'école qui pensait que, à la manière de Hume, une théorie est dite scientifique quand on peut constater que ce qu'elle dit arrive. Bon. Quel est le critère que Popper, lui, va trouver? Il va élaborer un critère qu'il appelle le critère de falsifiabilité, du verbe falsifier. C'est-à-dire que pour Karl Popper, une véritable théorie scientifique est une théorie qui est tellement précise, elle est formulée d'une manière tellement précise qu'il est possible de la prendre en défaut, en démontrant que ce qu'elle a prévu est faux. C'est-à-dire que plus une théorie est extrêmement précise, plus elle est scientifique. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être falsifiée. C'est ce qu'il appelle le principe de falsifiabilité. Donc une théorie scientifique est une théorie qui résiste aux tentatives de montrer qu'elle est fausse, jusqu'à ce qu'une autre théorie, qui est plus précise qu'elle, prenne sa place. Et dans l'histoire des sciences, eh bien, on connaît des théories qui ont été remplacées par d'autres, parce que les nouvelles théories ont découvert les limites des précédentes, après les avoir falsifiées. Alors, le président Abdourahmane Tiani, dans sa démonstration donnée au journaliste Abdoulaye Timoro, a précisément appliqué le principe de falsifiabilité de Karl Popper. Écrivez ça. C'est-à-dire que le président Tiani ne s'est pas contenté de dire que ce qu'il dit est vrai, parce que c'est vérifié. Non. Il a dit que ce qu'il dit est vrai, parce que chacun peut prendre le risque d'aller démontrer que lui, Tiani, se trompe. Il a donné donc des éléments de falsifiabilité de sa théorie. Il a dit, voici une série de faits précis et rigoureux. Si jamais ces faits précis et rigoureux ne sont pas vérifiés, alors j'ai tort. Mais s'ils sont vérifiés, alors j'ai raison. Donc le président Tiani applique ici le principe popérien de la falsifiabilité. Il a été tellement précis cette fois-ci que les journalistes de la presse d'investigation française se sont tous mis à se gratter la tête en disant là c'est trop précis. Les données que le président nigérien a délivrées pendant l'interview sont d'une telle précision qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ce qu'il a dit. Voilà ce que la presse française écrit. Et vous voyez la réaction du Bénin et de la Côte d'Ivoire, de Ouattara et donc du Bénin de Talon, depuis l'interview. Cette fois-ci, le président Tiani a donné les éléments de falsifiabilité. C'est-à-dire, il a donné tout ce que celui qui doute de lui peut contester. Et par là aussi, il a bloqué le radotage des gens de Ouattara, des gens de Talon ou des gens de Macron, qui littéralement ne peuvent plus se tirer d'affaire avec un tel degré de précision dans la formulation de l'accusation. C'est très grave. En fait, les juges français, les juges ivoiriens, s'ils étaient indépendants, les juges béninois, s'ils étaient indépendants, devraient déjà se saisir de cela pour haute trahison contre le président français Emmanuel Macron, le président fantoche de Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane, ou l'autre président fantoche du Bénin, eh bien, Patrice Talon. Si les magistrats étaient véritablement libres dans ces pays, les faits et les précisions millimétrées déployées par le président Abdourahmane Tiani sont de nature à constituer un dossier pour haute trahison. Pour haute trahison contre la France par Macron, haute trahison contre la Côte d'Ivoire par Ouattara, haute trahison contre le Bénin par Talon. Car ce qui leur est reproché a été fait au mépris de la loi française, de la loi ivoirienne et de la loi béninoise. Ce qui leur est reproché, c'est de participer littéralement à une association de terrorisme international. Et cela n'est autorisé ni par la loi française, ni par la loi béninoise, ni par la loi ivoirienne. En fait, si ces pays étaient encore, ou avaient jamais été finalement des états de droit, ces individus seraient déjà pris en chasse par des enquêtes et par des procès de la haute cour de justice. L'équivalent de la haute cour de justice dans chacun de ces pays, parce que les faits qui leur sont reprochés sont graves. Donc, voilà sur le point, d'un point de vue méthodologique, la puissance de l'interview du président Tiani réside dans son extrême précision. Le président Tiani a accepté de prendre le risque d'être pris en défaut. Il a dit cette fois-ci, je vais être tellement précis que si quelqu'un parvient à démontrer qu'un seul des détails que j'ai donné est faux, alors j'ai tort. Et depuis qu'il l'a fait, silence, on fait le mort. On fait le mort à Paris. Silence, on fait le mort à Cotonou. On n'a plus sorti le fameux hypnotiseur de serpent, Wilfried Léandre Humbedi, pour venir dire sa théorie de la jalousie, qui a d'ailleurs été magnifiquement battue en brèche par le président Abdourahmane Tiani. Quant à Amadou Koulibaly, dit Hams, dit le petit Michelin, eh bien, on attend ses prochaines bourdes pour tenter de faire face, eh bien, à la masse nucléaire de preuves atomiques administrées par le président Abdourahmane Tiani. Maintenant, je vais entrer dans les arguments et les preuves précises qu'il a données.
pour que vous vous rendiez compte que l'enjeu de cette interview pour le président Abdourahmane Tiani, c'était de rendre impossible le doute à propos des graves accusations qu'il a formulées le 29 janvier 2026. Alors, d'abord, le président Tiani, moi j'ai été très admiratif du travail qu'il a fait pour ressusciter le peuple nigérien dans sa véritable dimension historique. Excusez-moi. C'est le rhume d'Harmattan à Bamako. Alors, le président Tiani a commencé par ramener le peuple nigérien à sa réelle dimension historique. On a tendance, nous en Afrique, à définir nos nations, nos peuples à partir de 1960. Quand on va même très loin, on parle de l'histoire de nos pays respectifs à partir de la rencontre avec l'Occident. C'est un vieux défaut intellectuel de la majorité des Africains de raconter leur histoire toujours à partir du regard de l'autre, à partir du moment où l'autre les a vus. Dans la plupart des pays africains, les programmes d'études de l'histoire nationale du pays se focalisent autour de la période négrière, de la période coloniale, de la période post-coloniale. Or, la plus grande partie de l'histoire africaine, la plus immense et la plus glorieuse partie de l'histoire africaine, précède la période de la traite des nègres. Elle est placée longtemps avant le 16e, 17e siècle. Ce que le président Tiani a fait, c'est d'amener les Nigériennes et les Nigériens, et de nous amener tous Africains, à reprendre confiance en la mémoire longue de notre civilisation. On ne peut pas faire face au néocolonialisme, à l'impérialisme, avec une mémoire courte. Parce que quand vous avez la mémoire courte, les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances néocoloniales et impérialistes paraissent avoir une mémoire plus longue que vous. En effet, si je suis Camerounais et que je considère que l'histoire du Cameroun commence lorsque le Carthaginois Hanon découvre le char des dieux, c'est-à-dire le mont Cameroun, sur les flancs du Cameroun, eh bien, l'histoire de mon pays natal, le Cameroun, va donc dépendre du point de vue du pays, du Carthaginois. Elle va dépendre du point de vue de l'étranger, hein, c'est-à-dire de l'Occident, qui prétend avoir découvert mon pays. Donc en fait, l'histoire du Cameroun va devenir, à partir de là, une succursale, un sous-ensemble de l'histoire générale de l'Occident. Si, moi qui suis né au Niger, je pense l'histoire du Niger à partir de 1958-1960. Mais les dates là, 1958-1960, sont des dates de l'histoire politique nigérienne en rapport avec l'histoire du colonialisme français. C'est-à-dire que plus nous avons la mémoire courte, plus il est facile de nous laisser manipuler par les puissances négrières, par les puissances coloniales, par les puissances néocoloniales et impérialistes. Il faut donc que nous fassions tous l'effort de nous reconnecter avec la mémoire longue et profonde de nos peuples. C'est ce qu'a fait le président Tiani. Il a amené les Nigériennes et les Nigériens à se rendre compte qu'ils sont un peuple ancien, plus ancien que le peuple français. Parce qu'en fait, dans la manière dont on a éduqué les Nigériens, instruit les Nigériens et tous les autres Africains en Afrique francophone, nos nations découlent de la France. La France, en tant que puissance coloniale, aurait bâti l'Afrique francophone. Donc avant l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Essentiellement des sauvages, des primitifs. On a fait écrire dans l'hymne national du Cameroun, « Autrefois tu vécus dans la barbarie ». C'est-à-dire qu'on est donc amené pour résister contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. D'abord, il faut se doter d'une mémoire longue, d'une mémoire plus longue que le colon. Bon, alors, quand on étudie l'histoire longue du territoire nigérien, on peut remonter jusqu'au Paléolithique, a rappelé le président Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire à 2 600 000 ans, voire 3 600 000 ans dans le passé. Et là, on trouve des traces de vie de peuples africains dans le Sahara et dans l'Aïr, et notamment dans la période du néolithique, entre les années 9000 et 10 000, on retrouve des traces de pratiques agricoles, la maîtrise du cheval, de la vache, la maîtrise de tous les animaux domestiques. Tout cela est reproduit sur les peintures rupestres. On retrouve la maîtrise des armes, les arcs, les flèches, la poterie, les bracelets. On retrouve la maîtrise de la technique du bronze, la technique d'extraction du cuivre. Et le président Abdourahmane Tiani de dire, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas la France. La première organisation, qui est l'embryon de la France actuelle, date de la fin du 5e siècle, 481. Le territoire nigérien, rappelle l'érudit Abdourahmane Tiani,
est la porte d'entrée vers tout l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Citation, nous sommes un peuple ancien, nous ne sommes pas n'importe qui. Et n'importe qui ne peut pas nous piétiner. Donc l'acte 1 du président Abdourahmane Tiani, c'est de rappeler aux Nigériennes et aux Nigériens et aux Africaines et aux Africains que nous sommes les plus anciens peuples du monde. L'histoire du monde doit commencer par nous. On doit raconter l'histoire du monde à partir de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Or, on raconte encore aujourd'hui l'histoire de l'Afrique à partir du point de vue des puissances négrières, des puissances coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes. C'est le monde à l'envers, c'est l'histoire à l'envers. Le président Abdourahmane Tiani va prendre le temps d'explorer les différents empires et royaumes qui se sont développés dans le territoire nigérien actuel. Il parle de l'empire du Kanem Bornou, il va parler du royaume du Mangeri, du royaume du Mouyo, il va parler du Sosabaki, et il va décrire les différents Lawali, les Kaigama et les Kazel qui ont régné, expliquant même qu'il maîtrisait la technologie des canons et des fusils très tôt. Il va vraiment montrer à quel point il a pris le temps d'habiter l'histoire longue de son pays. Il va nous parler du royaume du Kassan Mazumi. Il va rappeler aux Nigériens qu'un jour leur peuple a donné un grand pharaon à l'Égypte noire. Et l'islam arrive en 622, alors que la grande histoire du Niger a déjà eu lieu. Il rappelle que les sphinx qu'on voit en Égypte, les sphinx qui sont les statuettes symboliques de la sagesse de l'Égypte ancienne, mais on en retrouve dans le monde ancien à Simundou, au Niger. Et de parler de l'empire Songhai, rappelant ainsi que le Niger est donc une civilisation de plusieurs milliers, même millions d'années, rappelant ainsi qu'en fait, les Nigériens ne doivent pas se penser à partir de la présence des négriers, de la présence des colonisateurs ou de la présence des néocolonisateurs ou impérialistes avec leurs terroristes. Les Nigériennes, les Nigériens, les Africaines, les Africains doivent se penser à partir de leur grande civilisation antique. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour toute Africaine, tout Africain d'avoir lu entièrement l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie à déterrer et à exhumer le passé lointain de la civilisation négro-africaine. Ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est qu'il nous a rendu notre passé pour que nous soyons les maîtres de notre présent et de notre futur. Celui dont le passé est dicté par la présence de l'autre ne peut pas sortir de la domination de l'autre. Pour que, précisément, tu sois capable de résister à la domination de l'autre, il faut lui arracher ton passé. Car ton passé, toi, Africain, Africain, ne se réduit pas au regard de l'Européen, au regard de l'Américain, au regard de l'Asiatique sur toi. Ton passé, c'est ce que tu sais de tout ce qui s'est passé dans ta propre histoire, dans ta propre civilisation, indépendamment du point de vue de ses ennemis. Ça a été un moment monumental. Le président Abdourahmane Tiani a pris le temps de donner goût aux Nigériens d'étudier l'histoire de leur pays. Donner goût aux Nigériennes de lire les bons livres, de se réconcilier avec la mémoire longue. Car quand vous avez la mémoire longue, quelqu'un qui est issu d'une puissance à la courte mémoire, ou en tout cas une puissance qui est née après toi, cette personne-là ne peut pas t'imposer ses quatre volontés. Ceci permet de comprendre au passage pourquoi l'Iran ne se soumet pas aux États-Unis. L'Iran est né longtemps avant les États-Unis. Les États-Unis sont une civilisation d'enfants, comparée à l'Iran. L'Iran, c'est une civilisation ancienne. L'Iran est littéralement représenté par Ali Khamenei. L'Iran, c'est le vieillard. C'est une civilisation qui s'est civilisée depuis très longtemps. Les Américains n'étaient même pas encore nés. L'idée même d'Amérique n'était pas encore née, que la Perse existait déjà. Mais comment voulez-vous que Donald Trump, qui est le porteur de cette civilisation hâtive, de ces 200-300 dernières années, ce bricolage civilisationnel fait de bribes, de la colonisation européenne en Amérique, de récupération perlée des traditions indigènes, de ce qu'on a appelé les Indiens, comment vous pensez pouvoir opposer cela au bloc perse, qui est là depuis pratiquement 2000 ans? Donc, vous comprenez pourquoi le vieux Ali Khamenei regarde Donald Trump comme un garnement. Vous comprenez pourquoi l'Afrique, qui a repris conscience d'elle-même, se rend compte qu'Emmanuel Macron est simplement un président qui est un enfant attardé. De lui, on doit dire que c'est un enfant qui a les clés de la cité. Or, malheur à la cité dont le prince est un enfant. Revoyez bien tous les qualificatifs des dirigeants africains qui ont pris leur distance avec Macron. Vous vous rendez compte que ces dirigeants se rendent compte que Macron est le représentant d'une civilisation dégénérée. Il est le représentant d'une civilisation sans racines. Il est le représentant d'une civilisation qui ne distingue plus le bien du mal. L'homme de la femme, la famille de la non-famille, l'ordre du désordre, le juste de l'injuste, une civilisation confusionnelle.
où il y a des individus qui disent qu'ils ne savent pas à quel sexe ils appartiennent. Oui, c'est cela que représente justement Macron, et c'est pour cela qu'il y a un tel fossé entre lui et les dirigeants africains convenablement éduqués. Parce que lui, il n'a pas de valeur. C'est un nihiliste, Macron. Alors que l'Afrique a préservé dans la vérité, la justice et la solidarité 3 valeurs potomitants avec lesquelles elle est en train de se refonder. Donc le premier acte du président Abdourahmane Tiani aura été cet acte de restauration de la mémoire longue. Une fois qu'il a restauré la mémoire longue, alors il s'est appliqué à démontrer et à donner des preuves précises, que ces accusations contre la France, contre le Bénin de Patrice Talon, ou contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, n'étaient pas des accusations en l'air, mais des accusations documentées. Le président Tiani s'est mué en docteur des preuves. D'abord, il nous a donné un cours d'histoire sur l'histoire de l'exploitation de l'uranium au Niger. Avant de parler spécialement de l'incident, de l'attentat du 29 janvier, le président Tiani, parlant de la France, a remis, pour ainsi dire, l'église au centre du village. L'affaire de l'uranium. Le président Tiani nous rappelle que l'uranium a été découvert au Niger, en 1959, lors des prospections, et il a été découvert en même temps que le cuivre pur. Mais que le 24 avril 1961, un décret français était pris par De Gaulle pour dire que le Niger accepte et facilite aux forces de défense et de sécurité françaises le stockage des matières premières stratégiques du Niger dans le cadre de l'entretien de la défense de la France. Ces accords du 24 avril 1961 prévoyaient la limitation de l'exportation de ces minerais stratégiques par le Niger et même leur interdiction par la France qui, de fait, en prétendant reconnaître l'indépendance du Niger, la niait par là même. Donc le président Tiani nous rappelle cette période autour donc du 24 avril 1961. Le décret français s'approprie le sous-sol nigérien. Au moment même où De Gaulle prétend proclamer l'indépendance du Niger, comme celle des autres territoires sous tutelle française d'Afrique, ou des autres colonies françaises d'Afrique, la France prend de l'autre côté, par des accords iniques, trompeurs, par des accords asymétriques, des accords mystificateurs, des accords d'arnaque. La France vole la souveraineté des pays africains en proclamant leur indépendance. Une duplicité sans nom. Alors, le président Tiani est actuellement le maître de l'archive du Niger. Il nous rappelle qu'en 1966, en 1967, le président Hamani Diori écrit à Jacques Foccart. Il lui écrit le 13 novembre 1967 en lui disant « C'est pas normal que la France, à travers le centre d'études énergétiques et atomiques, ce n'est pas normal que la France mette la main entièrement sur notre minerai. » Réponse le 15 novembre 1967 par Foccart. Foccart dit au président nigérien Hamani Diori qu'il devrait s'estimer heureux que le centre d'études atomiques, d'énergie atomique français exploite l'uranium du Niger. Que Hamani Diori devrait remercier la France, remercier le ciel même que la France daigne accepter d'exploiter le pourri uranium du Niger, parce que c'est un honneur que la France fait au Niger. Le 20 novembre 1968, il n'est pas satisfait. Hamani Diori écrit à De Gaulle pour se plaindre de ce que le comité à l'énergie atomique français est en train de mettre complètement la main sur toutes les réserves du sous-sol nigérien. De Gaulle promet d'y faire quelque chose, mais il est contraint de quitter le pouvoir après un référendum en sa défaveur. Et le président Hamani Diori va continuer son plaidoyer auprès du président Pompidou. Pompidou, lui aussi, ne changera rien. Bref, en fait, à partir de 1961, nous dit le président Tiani, la France met la main sur l'uranium nigérien, sur le sous-sol nigérien, et l'exploite gratuitement. Quand il y a des propositions de compagnies allemandes et italiennes, quand il y a des propositions de compagnies japonaises pour aider le Niger à bénéficier davantage de son minerai, c'est la France qui va saboter le multilatéralisme économique du Niger. Donc, de 1961 à 2023, la France disposait gratuitement, en fait, du minerai nigérien. C'est elle qui en faisait le partage. D'ailleurs, j'ai fouillé dans les archives de la presse internationale. Il est même précisé que la France
se classait parmi les pays producteurs d'uranium. Expliquez-moi comment la France peut se classer parmi les pays producteurs d'uranium si, au préalable, elle n'a pas nié la propriété de l'uranium du Niger par le Niger. Pour que la France se soit classée pendant plusieurs décennies pays producteur d'uranium, il a fallu que le sous-sol nigérien ait été en réalité privatisé par la France ou nationalisé pour la France.